Il y a 15 jours, ou plutôt 15 jours avant le meurtre de Nahel, un autre jeune, Al-Hussein Camara, un Guinéen de 19 ans, inconnu des services de police, qui allait au travail le matin, a été tué pour refus d'obtempérer dans des conditions assez étonnantes. Vous allez voir, il y a un article de Mediapart là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment médiatiser ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, Nahel, c'est quelque chose d'important, mais ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il y a plein de gens en fait qui sont décédés sans vidéo, et que Nahel aurait pu en fait être un dégât collatéral de la police nationale parmi d'autres, et qu'on n'en aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu de vidéo. Et Al-Hussein, je pense, peut faire partie de ce genre de personnes, donc on doit en parler et se dire, voilà, tous les autres Nahel, toutes les autres personnes qui sont décédées comme Nahel, est-ce qu'ils méritaient de décéder ? Est-ce qu'il y avait vraiment des motifs de légitime défense, ou est-ce que les policiers ont pu mentir comme il semblerait que ça ait pu se passer avec Nahel. Il semblerait que ça ait pu se passer, tout est au conditionnel évidemment. Alors, c'est un article de Mediapart, là il y en avait eu d'autres, mais l'article de Mediapart je ne l'ai pas lu, en général les articles de Mediapart sont bien. Donc pourquoi personne n'en parle ? 15 jours avant, Nahel Al-Hussein, 19 ans, a été tué par la police à Angoulême. Dans une quasi-indifférence générale, ce Guinéen de 19 ans, tué par la police le 14 juin dernier, alors qu'il partait travailler, ses proches ont déposé plainte, remettent en cause la version policière et demandent la justice pour lui et pour Nahel. Angoulême, Charente. Comment expliquer un silence ? Comment comprendre ce qu'il n'y a pas ? Pas de traitement médiatique d'ampleur, pas de commémoration, pas de réaction des pouvoirs publics, pas de mobilisation massive. Bah oui. Et encore, s'il n'y avait pas eu Nahel, peut-être qu'on n'en aurait jamais entendu parler en fait, d'Al-Hussein Camara. Al-Hussein Camara, 19 ans, est mort le 14 juin dernier vers 4h30 à Saint-Yrieix de Charente, une banlieue résidentielle d'Angoulême. Ce Guinéen a été tué par la police alors qu'il se rendait, comme tous les jours, au travail à la base logistique d'un Intermarché d'une autre commune. Mais qui connaît son nom ? Qui sait ce qui s'est passé ? Interroge Maya, 20 ans, sa meilleure amie. Donc là, vous voyez, en plus, il part travailler à l'Intermarché. Là, on n'a pas l'histoire de il avait volé une voiture, je sais pas quoi, il avait loué une voiture, il était sans permis, c'était un délinquant. Non, en fait, c'est un gamin de 19 ans qui va bosser à 4h30 du matin, ce qui est quand même vachement courageux, quoi. L'histoire fait cruellement écho à celle de Nahel, tué 2 semaines après à Nanterre par un policier. Elle reste pourtant cantonné à la rubrique des faits divers de la presse locale. Seule la Charente Libre et l'AFP documentent en détail cette affaire sans témoin ni image. Pour savoir ce qui s'est passé, il faut pour l'instant compter sur la version policière, celle du syndicat de police Alliance. Reprise par la presse et qui a immédiatement communiqué après les faits. Alliance, c'était ceux qui ont traité les gens en banlieue là, de hordes sauvages et de nuisibles. Nos collègues sont extrêmement choqués par cette intervention à l'issue dramatique. L'un d'entre eux est hospitalisé, blessure aux jambes. Cette intervention d'une violence exceptionnelle face à la détermination d'un délinquant qui n'a pas hésité une seule seconde à percuter un policier à pied, ainsi que de commettre une tentative d'homicide sur nos collègues tout en prenant des risques inconsidérés. Donc voilà, qualifié de délinquant. Alors, il n'était pas connu de service de police, mais il est qualifié de délinquant. Il y a aussi les précisions apportées par des sources policières, le parquet d'Angoulême, dans les heures qui ont suivi. Al-Hussein Camara aurait été repéré vers 4h30 au volant d'une Peugeot 307, zigzagant sur la route, signaux lumineux en fonction. Les policiers décident de le contrôler, mais il refuse d'obtempérer. Une autre patrouille vient en soutien et tente de l'arrêter, mais Al-Hussein prend la fuite avant d'être finalement bloqué par 2 véhicules. C'est là que le jeune homme aurait fait marche arrière et serait ensuite reparti en avant, braquant ses roues à gauche, orientant le nez du véhicule vers un autre policier, touché aux jambes lors de cette manœuvre. L'agent en question, qui a reçu 30 jours d'ITT, fait usage simultanément de son arme à une reprise. La voiture termine sa course contre le mur d'une habitation. Le décès d'Al-Hussein est constaté à 4h50. C'est quand même étonnant, je trouve, cette histoire. Après, voilà, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bizarre quand t'as le permis, que tu vas au travail le matin, de te retrouver à refuser d'obtempérer. Et je rappelle l'histoire de Nordine et Meryl, où Nordine se fait alpaguer par des membres de la BAC qui n'ont pas de brassard, donc des hommes en noir sans brassard qui commencent à essayer d'ouvrir sa voiture, et donc lui il démarre pourquoi ? Parce qu'il a peur, parce que des gens essaient de rentrer dans sa voiture et qu'il sait pas que c'est des policiers en fait.
Et donc voilà, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais je dis que c'est étonnant quand même que quelqu'un qui a le permis et qui va travailler se retrouve comme ça, dans une situation très voilà, à prendre des risques pour sa vie, à vouloir écraser un policier, quoi. Dans la foulée, le procureur de la République d'Angoulême annonce l'ouverture de 2 enquêtes, l'une pour refus d'obtempérer et violence avec arme, l'autre visant le policier confié à l'IGPN pour homicide volontaire. Vous avez déjà vu quelqu'un fuir la police à petite allure et respecter les feux, dit Maya Biré, la meilleure amie d'Alhossein Camara. À la lecture de ces précisions, il y a enfin les nombreuses interrogations, celles de ceux qui connaissent Alhossein Camara. Je sais tellement qu'il n'a pas pu blesser ce policier, mais comment le prouver sans vidéo, affirme Bengali, 22 ans et ami d'enfance. Cette version policière et les détails que l'on découvre ne collent pas, enchaîne Saïd, 28 ans, son collègue de travail. Une course-poursuite à faible allure et une caméra en panne. Les détails, justement, interpellent. D'après la vidéosurveillance du foyer remise à la police, Alhossein Camara avait bien quitté les lieux vers 4h du matin, comme tous les jours, en tenue de travail. Donc déjà, il prend sa tenue de travail pour aller travailler. Pour faire les 20 km habituels, il avait troqué sa trottinette pour une voiture récemment achetée. Tout était en règle, comme l'a confirmé le parquet. Il a eu son permis de conduire en avril, avait une carte grise et une assurance, ainsi ses proches. Si la police évoque une conduite en zigzag, les examens toxicologiques effectués après sa mort n'ont rien donné. Aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été retrouvée. Aucun stupéfiant sur lui ou dans le véhicule non plus, et son casier était parfaitement vierge. Alors pourquoi aurait-il voulu échapper à la police, demande sa tante Mariama Kouyaté, qui a porté plainte depuis. Dans ses communications ultérieures, le procureur de la République a livré davantage d'éléments, loin d'avoir rassuré la famille. La magistrate explique que le policier auteur du tir, victime d'une entorse au genou, était bien porteur d'une caméra piéton dont l'exploitation n'a pas été possible faute de charges suffisantes pour permettre son activation au moment des faits. Ah, quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! Non mais pour le coup, moi je suis tout à fait pour que les policiers portent des caméras. Ça leur permet, quand ils ont raison, de prouver qu'ils avaient raison, quand ils ont tort, de prouver qu'ils avaient tort. Et là, oui, c'est grave qu'il y ait rien, quoi, parce que du coup, on peut pas savoir ce qui se passe, quoi. Elle précise aussi que la course-poursuite entre le véhicule de police et celui d'Alhossein était d'une allure relativement réduite et que le jeune homme s'est même arrêté au feu rouge. Quel moment un mec qui fait un refus d'obtempérer s'arrête au feu rouge. Le véhicule s'immobilisant au niveau des feux rouges tricolores, au rouge fixe, les 2 véhicules de police se positionnent pour procéder à l'interpellation du conducteur. Vous avez déjà vu quelqu'un fuir la police à petite allure et respecter les feux? Oh mais c'est vrai que c'est louche, hein. C'est louche de fou, hein. Sur une photo prise par un journaliste de la Charente Libre, on constate enfin que le pare-brise du véhicule n'est pas brisé, semblant confirmer un tir latéral. Sur la base de ces éléments, le policier de 52 ans a été placé en garde à vue le 28 juin dernier pour mise en examen pour homicide volontaire afin de réaliser des investigations complémentaires. Ah oui, donc comment tu peux tirer et tuer un mec qui te fonce dessus en voiture en tirant de manière latérale? Ça veut dire que t'es de côté normalement, ça veut dire que t'es pas du tout en face et du coup qu'il te fonce pas dessus. C'est extrêmement bizarre comme truc, hein. Interrogée plus en détail par Mediapart, la procureure Stéphanie Alwin explique que les autres agents ne portaient pas de caméra piéton. S'agissant des blessures du policier, elle précise aussi que les 30 jours d'ITT incluent l'entorse et le traumatisme psychologique, mais ne souhaite pas livrer davantage d'observations. D'accord, donc c'est pas 30 jours juste pour l'entorse, ce serait pour traumatisme psychologique, quoi. Ok. Un jeune homme exemplaire. Une chose est sûre, selon ses proches, Alhossein n'avait rien à voir avec un délinquant décrit par Alliance. En 2018, le jeune homme laisse toute sa famille en Guinée, prend la mer jusqu'au Maroc, puis débarque en Charente. C'était un mineur isolé. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, puis est venu chez nous au foyer Pierre Sémar, explique le directeur de l'établissement Louis Falguerolles. On a des jeunes compliqués parfois, mais lui était exemplaire. Si on avait des gens comme lui, on serait au chômage. Depuis 15 jours, on se refait le film tous les jours car on ne comprend pas pourquoi il aurait pris la fuite et aurait voulu blesser les policiers. Ajoute-t-il avant de ne pouvoir s'empêcher cette hypothèse. Difficile de ne pas penser que les policiers n'avaient pas déjà un préjugé, un noir en voiture à 4h du matin, pas loin d'une cité. Ça ne peut pas être un travailleur, mais forcément un dealer. Ça, voilà, c'est pas moi qui le dis, mais un noir en voiture à 4h du matin, pas loin d'une cité, pour un policier, il semblerait que selon l'homme interviewé par Mediapart, ce soit louche, mais c'est pas moi qui le dis, hein. La quinzaine de proches interrogés par Mediapart livre le même récit d'un jeune homme dynamique, drôle et sans histoire, passionné de foot et très bon. Tout le monde le surnommait Mbappé, raconte Abdoulaye, 33 ans. C'était un bosseur, il avait eu son CAP cuisine, avait travaillé pas mal de temps au Buffalo Grill avant de changer pour Intermarché, explique-t-il. Et c'est ce genre de type en plus que des énormes, je ne dirais pas de terme pour me faire ban, traitent de lumpen prolétariat.
parce que le mec est noir, quoi. Le type bosse au Buffalo Grill, bosse à 4h30 du matin à l'Intermarché, et dérousse sur YouTube, irait le traiter de lumpenprolétariat, quoi. C'est le lumpenprolétariat, voilà, parce que voilà, on sait pas pourquoi, mais voilà, comme le mec est noir, c'est le lumpenprolétariat. Ses proches exhibent fièrement son compte TikTok encore actif malgré sa disparition. Les quinzaines de vidéos qu'il postait montrent d'autres de ses patients, celles de la danse et des imitations. Depuis la Guinée, Ibrahim Kamara, l'un de ses 3 frères, dresse le même portrait. Je perds un frère magique qui était intelligent, sage, gentil, toujours là pour les autres. C'est ce vendredi que lui et le reste de la famille ont enterré Al-Hussein à Matam, l'une des 6 communes de Conakry. Le corps avait été rapatrié mercredi soir et accueilli par le ministre des Affaires étrangères du pays. C'est avec une grande émotion que nous recevons le corps du jeune Al-Hussein. Le chef de l'État avait promis qu'on ramènerait le corps ici en Guinée pour qu'il y ait un enterrement digne, ce qui est fait par la grâce de Dieu, a-t-il déclaré. Jeudi soir, à Angoulême, les proches d'Al-Hussein se sont réunis pour discuter de leur ami. Tous les jours, je regarde le JT de TF1 pour voir s'ils en parlent. On ne comprend pas pourquoi tout le monde se fout de la mort d'un jeune de 19 ans. Pourquoi personne en parle, dénonce Maya qui fait le lien avec ses parents restés en Guinée et qui vient de solliciter l'aide de l'avocat Ariel Emi. Le collectif de soutien tout juste créé rumine sur ce silence assourdissant. Certains disent que c'est parce qu'il y a peu de familles en France, parce qu'il a peu de familles en France plutôt, d'autres parce qu'il est noir, la plupart parce qu'il n'y a pas d'image. Et tous dénoncent l'absence de réaction des autorités. Le maire d'Angoulême a reçu ses proches pour éviter le désordre, mais n'a pas publié de communiqué, ni participé à la marche blanche qu'on avait organisée, dénonce Maya. On parle de lui comme d'un Guinéen, mais on oublie que c'était aussi un Angoumoisin parfaitement intégré et très aimé, regrette Luc Marteau de la Ligue des droits de l'homme locale. Le foyer où le jeune résidait déplore aussi le mépris des pouvoirs publics. Aujourd'hui, on n'est pas toujours officiellement au courant de sa mort, raconte le directeur, uniquement informé par la presse locale et qui attend toujours un appel officiel et un certificat de décès. J'ai simplement reçu un coup de fil des renseignements généraux qui nous ont demandé si ça avait explosé et de canaliser les jeunes du foyer. Le mec, en fait, il se soucie de savoir s'il va y avoir une émeute, quoi. Ouais, est-ce que les jeunes du foyer... non, ça va, bon, on n'en parle pas si les jeunes du foyer du foyer se révoltent pas. Mais c'est pour ça qu'après, quand on voit l'affaire Naël, les gens comprennent pas les réactions, les révoltes, ce que certains appellent des émeutes, c'est-à-dire le fait qu'ils brûlent les trucs et tout. Mais c'est qu'en fait, ces gens-là ne sont jamais écoutés. Ces gens-là n'ont aucune représentation, aucune capacité de faire entendre leur voix. C'est les gens dont... la vie n'est jamais prise en compte et qui ne sont montrés que pour dire du mal d'eux en disant que c'est, bon, certains disent le lumpen, mais sinon que c'est des agresseurs, des dealers, que c'est des terroristes. Forcément, quand c'est comme ça, quand les gens n'ont aucune capacité, aucune intégration à la société, aucune capacité d'expression politique, l'expression politique devient des choses qui prennent des formes violentes et qui peuvent entrer dans du n'importe quoi, c'est-à-dire brûler des trucs qui servent à rien d'être brûlés, qui vont plus les défavoriser eux que de défavoriser Macron. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Si la chambre du jeune homme a été perquisitionnée par la police le lendemain de son décès, l'équipe éducative a assisté à une scène surréaliste. Lorsque j'ai demandé aux policiers présents si Al-Hussein était au courant de cette procédure, ils m'ont répondu qu'ils allaient le prévenir. C'était totalement cynique, il était mort. Lâche la directrice adjointe. Non mais c'est dingue, hein. Délaissé par la préfecture, le foyer a été contraint de mettre en place lui-même une cellule psychologique pour gérer l'émotion des jeunes. Ils n'ont même pas pu visiter le corps à l'hôpital parce que personne ne nous avait indiqué de date. On a écrit une lettre à la mairie, au procureur, à la préfecture pour dénoncer tout ça. Lâche, épuisé, Louis Falguerol qui attend toujours une réponse. Il y a un mépris total qui ne fait qu'alimenter la colère. Jeudi soir, plusieurs incendies ont eu lieu dans des cités restées calmes jusque-là, mais les agissements des jeunes des quartiers environnants divisent. Je suis dégoûté car la mère d'Al-Hussein voulait une réaction à l'image de son fils. Calme, digne. Je sais aussi que je ne peux rien faire pour arrêter ça, ce sont des jeunes qui disent leur colère. Réagit Maya Biré, quand d'autres proches d'Al-Hussein pensent au contraire que sans violence, l'État ne réagit pas. Et vous voyez quelqu'un qui dit oui voilà, on veut rester calme et digne, mais quand en fait, en étant calme et digne, il n'y a aucun moyen de se faire entendre, ça pose des questions. Ça pose des questions, enfin, c'est ça que les gens comprennent pas, et c'est ça que je dis quand je dis que ce qui se passe actuellement est rationnel. C'est pas raisonnable, mais c'est rationnel, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi est-ce que le sujet collectif composé des gens de banlieue, notamment des jeunes de banlieue désintégrés, réagit comme ça en fait. C'est tout à fait rationnel, on comprend pourquoi ils réagissent comme ça, parce qu'il y a malheureusement aujourd'hui pas de débouché, pas d'autres moyens. Et donc le rôle des militants du mouvement social, c'est de donner un débouché à tout ça, pour justement canaliser
et recentrer en fait une colère vers quelque chose qui va permettre de changer les choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas encore des centaines de Nahel ou d'Al-Hussein, quoi. Ibrahim Kamara, le frère d'Al-Hussein, qui suit tous les événements à distance, résume « Je voudrais juste que mon frère ne soit ni oublié ni mort pour rien, c'est dur à dire, mais peut-être que la mort de Nahel permettra qu'on parle aussi de mon frère. » Ouais, c'est très triste, et hommage à Al-Hussein et à sa famille.